Nacetola, Olivier Dias, Myriam Abderrahim, Marguerite Bacam, Dorian Maillet, Océane Rouleau, Sébastien Chalessin, Alain Batillot, Armand Bonamy, Marie-Thérèse Dussert, Thierry Joseph, Chantal Bussy, Christian Sioffi, Nathalie Jacquemont est excusée, Laurent Campeau, Gaël Le Guévello, Semia Alatas, Anissa Daoui est absente, Dominique Cady, Robert Brioude, Marie-Claude Souchot, Isabelle Renard, Odile Martini, Michael Haydin, Kevin Dorel, Damien Perrard, Anne Crousier, Roger Richard Mose, Jean-Claude Pardal est excusé, il a donné le pouvoir à Laurent Maguet. Laurent Maguet, Aurélia Masson est absente. Je vais désigner une secrétaire de séance. On m'indique qu'elle devrait être disponible pour venir signer les actes et le PV en mairie mardi 21 mars. Océane, c'est bon? Océane, mais ah oui. Il y a 21/3 sur mon document. Donc, je vais lâchement rejeter la responsabilité sur les services. Donc, le 21 mai. Merci, Océane. Donc, nous avons envoyé les convocations de manière dématérialisée et horodatée avec l'application ID Libre pour la première fois. Les élus ont été contactés par mail et pour les présidents de groupe de l'opposition également par téléphone pour s'assurer de la bonne réception. Est-ce que vous avez tous pu utiliser ID Libre sans problème? Bon, eh bien, merci de participer à cette réforme à la fois économique et écologique. Et je pense que si on peut tous avoir un peu moins de papier, on s'en portera pas plus mal. Je soumets à votre approbation le procès-verbal du Conseil du 16 mars 2023. Alors, je mets en signature les feuilles de présence. Je mets à votre approbation le procès-verbal. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal? Il n'y en a pas. On m'indique qu'il doit être signé par Dorian Maillet, qui était notre secrétaire de séance la dernière fois. Un honneur qui lui échoit rarement, mais ça arrive. Donc voilà, il faudra le signer Dorian. Je transmets à votre connaissance les décisions prises par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Elle est donc adoptée. Et je ne trouve pas le conseil municipal. C'est l'ordre du jour. Oui, ils n'ont pas présenté comme d'habitude. D'accord. Alors, le point suivant concerne la finalisation, ou l'arrêt, comme on dit, mais je n'aime pas ce terme d'arrêt, du projet de la révision numéro 2 du plan local d'urbanisme et le bilan de la concertation. Maggie. Le 16 décembre 2019, le Conseil municipal a prescrit la révision générale du PLU avec plusieurs objectifs. Améliorer le cadre de vie et développer harmonieusement le territoire, prévoir la transition énergétique, assurer une mixité, maîtriser des logements, penser à la mobilité de demain, maintenir le dynamisme économique de notre ville et la mixité de l'emploi pour ses habitants. Ce PLU retranscrit notre ligne politique avec des marqueurs forts promis dans le cadre de notre plan mandat, avec des constructions à l'avenir moins denses, des programmes immobiliers plus aérés et végétalisés, encadrés par des coefficients de pleine terre et des pourcentages de biotopes plus importants afin de favoriser la nature en ville. Avec l'inscription des emplacements réservés plus nombreux pour introduire plus de mobilité douce sur les voiries. Ce nouveau PLU devrait tendre vers une ville plus durable à l'horizon 2030, avec une réduction très importante des espaces à urbaniser de 60%. C'est plus
que prévoit la loi et le zéro artificialisation, ce fameux ZAN, sur les 10 années à venir. Tout au long de cette élaboration, ce document s'est enrichi des retours des bergaliens. Après la Covid, la municipalité ne s'est pas contentée d'un encart dans la presse. Avec monsieur le maire, nous sommes allés à la rencontre des bergaliens, au plus proche d'eux, en groupement de quartier, pour leur soumettre le projet de PLU sur 5 réunions publiques de décembre 2022 à mars 2023. Tout au long de l'élaboration du PLU, les documents d'études ont été mis à disposition de tous les bergaliens sur le site internet de la ville. Et le magazine Nouvelles en a tracé les grandes lignes dans un numéro spécial consacré au PLU. Toutes les informations données, nous n'étions pas dans l'obligation de les faire, mais nous l'avions souhaité afin que les bergaliens puissent être informés de l'évolution de leur ville sur les 10 prochaines années. Nous avons écouté les administrés et nous leur proposons aujourd'hui un PLU qui leur ressemble. L'exercice de démocratie participative n'a pas été facile. Pour vous résumer, plus de 3000 pages écrites. Par ailleurs, j'en profite pour remercier les services de la ville, et notamment le service urbanisme, qui m'ont accompagné dans le pilotage de ce document. Aujourd'hui, les nouvelles règles du PLU sont figées. Va s'en suivre une étape administrative avec la consultation des personnes publiques associées, jusqu'à l'enquête publique qui s'ouvrira en septembre. À cette occasion, les habitants pourront de nouveau s'exprimer auprès du commissaire enquêteur et nous prévoyons enfin une application du nouveau document début de l'année 2024. Mes chers collègues, je vous remercie d'avoir pris connaissance de ce long travail et que nous avons élaboré ensemble et ainsi voter l'arrêt du projet de la révision numéro 2 du PLU ainsi que son bilan de concertation. Merci. Donc, comme vous le savez, comme vous l'avez compris, le PLU, c'est un processus au long cours. On a eu le PADD, le plan d'aménagement et développement durable, qui donnait les grandes orientations. On finalise maintenant un document qui est le document qui sera officiellement soumis à la consultation, même si, comme l'a bien dit Maggie, il y a eu des phases de concertation importantes pour arriver déjà à cette version. Évidemment, le moment venu, nous adopterons le PLU définitif. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on aura le débat complet, mais évidemment, je ne bride pas la discussion si vous voulez d'ores et déjà aborder certains éléments du PLU. Voilà, juste pour rappeler bien ce processus qui peut parfois nous échapper quand on est sur cette très très longue route. Mais voilà, on est sur pas tout à fait à la fin, mais on s'approche de la... Enfin, on démarre la phase finale avec la dernière phase de consultation avant l'approbation définitive, qui aura lieu quand d'ailleurs? Rappelle-nous, Maggie. Voilà. Donc, c'est au début de l'année prochaine, donc il reste encore pas loin d'un an, enfin 6 mois, plus de 6 mois, pour arriver à l'adoption définitive. Qui souhaite prendre la parole? Oui, Monsieur Perra. Alors, avec cette délibération, nous votons un nouvel acte dans la modification du plan local d'urbanisme. Vous aviez pu exposer votre vision du Bourgoin-Jallieu de demain avec la réalisation du PADD en 2021. Nous avons à voter ce soir le projet quasi complet du futur PLU. Un PLU qui se veut être révisé tant les évolutions en matière environnementale sont arrivées rapidement face à des situations climatiques globales inquiétantes. Il s'agit là d'un exercice de plusieurs mois qui a nécessité des heures de travail considérables pour les équipes notamment, en particulier, que nous souhaitons déjà remercier, même si, comme vous l'avez précisé, le travail n'est pas encore fini pour eux. Il leur reste encore pas mal d'étapes à réaliser. Merci aussi à l'agence d'urbanisme de Lyon qui a poursuivi le travail qu'ils avaient initié en 2010 avec l'ancien PLU. Bien que ce document de travail apporte plusieurs évolutions par rapport au PLU précédent, nous ne pourrons approuver ce soir cette délibération puisque, par honnêteté, nous n'avons pas eu le temps de travailler les 4000 pages composant l'ensemble des pièces en seulement un peu plus d'une dizaine de jours. Ainsi, nous nous abstiendrons sur cette délibération.
Toutefois, en si peu de temps, nous avons pu regarder quelques éléments qui nous semblent importants à souligner. Tout d'abord, en matière d'écologie. Nous notons une progression des zones naturelles et agricoles de plus de 15 hectares par rapport au précédent PLU. Il nous semble effectivement capital que ces zones soient d'autant plus protégées dans les années à venir, maintenant que la dernière zone importante de développement économique, celle des Sétives, a été faite ou est en cours de développement. Nous notons la création d'une OAP thématique, trame verte, trame bleue. Bien que nous en conceptualisions la volonté, nous avons encore du mal à comprendre sa concrétisation dans les faits et notamment à imposer certains éléments aux particuliers. En matière de biodiversité, un gros travail reste à réaliser, notamment sur les différents inventaires comprenant la faune, la flore, les cours d'eau, air humide, et ainsi engager un travail pédagogique avec les secteurs scolaires, mais aussi avec la population. Nous notons qu'une étude sur les arbres remarquables a été réalisée en ce début d'année 2022. Une question par rapport à cette étude, quelle était la commande, puisqu'elle ne concernait visiblement qu'une partie de l'ensemble de la commune. Là encore, dommage que votre ambition ait été limitée, puisque vos priorités de préservation se font seulement sur les arbres remarquables, dont le potentiel remarquable est au-dessus de 10. Ainsi, vous avez fait le choix de ne pas protéger un certain nombre d'autres secteurs, évalués entre 7 et 10, un choix qui réduit considérablement votre discours révolté contre l'ancien PLU, et particulièrement sur ces espaces arborés que l'ancienne équipe de gauche avait soi-disant écartés de tout intérêt politique, un discours qui a été entretenu, valorisé, notamment par rapport au parc de la Caisse d'épargne, qui a été étudié en avril 2022, dont le potentiel remarquable est prévu entre 7 et 10, et où le permis a été validé en juillet 2022. Globalement, avec tout ce que nous avons entendu ces 9 dernières années sur l'ancien PLU, sur les projets qui se font ou qui vont se concrétiser dans les mois à venir à cause de l'ancien PLU, qui n'a pas, selon vous, su préserver ces espaces boisés, verts, arborés, nous pensions tout de même que ce PLU serait vraiment volontariste en matière écologique et environnementale, ce qui n'est visiblement pas complètement le cas. En matière de population, nous avions pu le signaler dans notre intervention lors du PADD. Le précédent document de 2014 prévoyait un certain nombre de logements qui étaient trop conséquents selon votre équipe. Alors, que n'avons-nous pas entendu pendant 9 ans sur le rythme des constructions, entre autres, trop élevé, que prévoyait ce PLU? Force est de constater, et cela a bien été présenté dans une de vos réunions publiques, que le rythme de construction sera quasiment le même, à 326 logements par an. Nous comprenons tout à fait qu'il s'agisse, puisque c'est l'argument que vous avez avancé à plusieurs reprises, de faire avec les textes de niveau supérieur, avec les conditions du SCOT, du PLH, et j'en passe, mais il aurait été toutefois honnête d'avouer que cette supériorité des textes soit la même en toute période. En matière économique, un certain nombre de points ont été travaillés afin de favoriser le commerce, notamment du centre-ville, ce que nous validons. Certains aspects portent sur le commerce de proximité dans nos quartiers, mais restent relativement faibles, alors qu'il y a tant à faire, notamment sur le secteur de Champfleury, mais également sur la portion de la rue de la Libération qui part du pont de Jallieu jusqu'à la mairie et qui ne serait pas inclus dans votre projet. Par ailleurs, nous notons le peu d'ambition sur le développement industriel et la création d'emplois dans ce domaine. Certes, les domaines du tertiaire et du commerce ont bien été ciblés pour être développés, sont bien représentés dans ce projet. Toutefois, nous restons inquiets à propos du domaine industriel qui reste sous-représenté. Un des principaux pôles de développement de l'ancien PLU était le parc des énergies renouvelables sur le secteur de Champfleury, qui était potentiellement créateur d'emplois et que vous avez choisi d'abandonner afin de reclasser ces espaces en zone naturelle, permettant ainsi d'augmenter stratégiquement le pourcentage de cette zone. Par rapport aux OAP, plusieurs d'entre elles sont inscrites dans ce PLU, modifiées par rapport aux différentes révisions que vous aviez effectuées ou à certains secteurs ciblés étaient assez restreints. Or, le périmètre a largement augmenté pour la plupart d'entre elles. Nous restons inquiets, encore une fois, par rapport aux OAP du secteur Libération Barbus et celles notamment appelées Avenue Barbus, Porcher Industrie, Lilat, Pont de Jallieu, prévoyant au total 700 nouveaux logements.
Parmi ces habitants, un certain nombre d'entre eux seront des consommateurs des services publics, et notamment pour une bonne partie d'entre eux, les services publics de l'école, avec les inscriptions, la restauration scolaire, le périscolaire, dans un secteur déjà assez surchargé, où les listes d'attente sont parfois considérables, et même si la carte scolaire peut éventuellement évoluer, les écoles de Linné, Jean Rostand, Louise Michel et Simone Veil ne suffiraient probablement pas à absorber ces nouveaux enfants. Malheureusement, rien n'est prévu dans les programmations financières étudiées à ce jour, ou du moins qui ont été portées à notre connaissance, peut-être que vous en avez le projet. Un nouvel équipement scolaire est prévu sur le quartier Ramseyer, sur le futur quartier Ramseyer, mais rien dans ce secteur, alors que les logements arriveront pour moitié d'entre eux dans les 2-3 ans à venir, avec l'OAPD Lilat et celle du Pont de Jallieu. Par rapport au logement social, avec plus de 5000 nouveaux habitants dans les 10 ans à venir, nous notons cette volonté de réduire de 30 à 20% de logements sociaux sur notre commune. Une réduction qui arrive alors que le parc social vieillit à Bourgoin-Jallieu et qu'il conviendrait de renouveler. Et ainsi en profiter pour favoriser la mixité sociale que vous souhaitez organiser de façon ciblée par quartier, comme cela se faisait aussi dans l'ancien PLU, mais mêlée à l'habitat privé afin d'éviter des stigmatisations. Par rapport aux mobilités, nous notons là encore une volonté forte sur le papier de développer les modes doux, de changer les habitudes de déplacement des bergaliennes et des bergaliens, ce qui correspond aussi aux exigences nationales. Mais là encore, peu de choses ont été retrouvées dans le projet proposé. Nous arrivons à trouver certains éléments par rapport au centre-ville, mais peu finalement par rapport aux liaisons interquartiers ou des quartiers vers la gare, qui pourtant, dont les habitants utilisent pourtant de plus en plus ce moyen de déplacement pour se rendre dans les grandes villes alentours. Le projet porté par CAPI sur les mobilités ne va pas non plus dans ce sens, puisque dans la DSP, liée au transport urbain, on ne prévoit pas de vrais changements par rapport à l'existant, et on n'incite pas non plus qu'auparavant, les citoyens à utiliser le bus. Ce plan aurait pu prévoir aussi de passer à l'ère d'après, quitte à modifier considérablement les habitudes, aussi en raison des nouvelles OAP et du quartier de la gare qui devrait changer radicalement de visage. Il est temps donc maintenant de passer aux voiries prioritaires, notamment pour les transports collectifs, à une agglo à vitesse limitée, afin de favoriser la réduction à effet de serre. Je n'en viens pas à la ZFE, n'en suis pas sur ce sujet non plus, on n'est pas sur cette position à ce jour à Bourgoin-Jallieu. Enfin, la question du stationnement sera de nouveau à l'ordre du jour. Il conviendrait de cibler des espaces en entrée de ville afin de créer des parkings relais pour permettre aux visiteurs de laisser leur véhicule en entrée de ville et utiliser les transports collectifs pour se rendre plus facilement sur nos quartiers et dans notre centre-ville. Ainsi, comme annoncé en préambule, nous nous abstiendrons ce soir sur cette délibération, souhaitant approfondir aussi notre travail d'étude avec un positionnement clair lors du vote final, et espérons que nos différentes inquiétudes seront levées d'ici la fin de la procédure. Je vous remercie. Merci pour ces observations détaillées. Monsieur Maguet. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. En l'état, je n'ai pas d'avis négatif, je n'ai pas d'avis positif non plus, mais je voulais simplement expliquer que pour ma part, je m'abstiendrai parce que je n'ai vraiment pas eu matériellement le temps d'analyser 3860 pages. C'est la seule observation que je voulais apporter ce soir. Moi, je me disais, il y en a au moins un qui arrive à lire 3800 pages en une semaine, c'est Laurent, mais bon. Ce sera pour une autre fois. Qui d'autre souhaite prendre la parole? Oui. Avec la meilleure volonté du monde, un PLU mis en place par une majorité peut être modifié par une autre. Mais dans ce cas, qui décide et comment? Certains permis de construire et certains projets urbains ont été acceptés, mais certains habitants ont fait remonter leur insatisfaction sur d'autres projets, comme par exemple sur Prébény, comme par exemple sur Champfleury, sur Champaret. Même si le contexte est un peu différent, des arbres de 20 ou 30 ans sont abattus et on en replante d'autres qui mettront 20 ou 30 ans pour atteindre la taille de ces arbres abattus.
La place de la Folatière est un exemple frappant par son ensoleillement poussé à l'extrême, sans zone d'ombre ou si peu, de même que le jardin public avenue du Dauphiné. Pas une zone d'ombre. Des arbres, oui, trop petits pour nous faire bénéficier de ces bienfaits. Y a-t-il une méthode qui ne convient pas? Comment vous, monsieur le maire, analysez-vous ces remontées terrain? À mon sens, il faudrait créer un comité de conseil citoyen compétent. Compétent étant le mot important pour faire une veille permanente et un aller-retour également permanent pour essayer de tenir compte de l'avis des Berganiens dans le cadre des futurs projets immobiliers. Pas seulement parce qu'aujourd'hui la mairie est de droite, ça serait trop simple, mais également dans le temps long. Il faudrait créer ce comité de façon structurelle et non pas ponctuelle. Ne pas tomber dans la caricature et dire non à tous les projets immobiliers. D'ailleurs, qui peut dire non? Le PLU serait un premier filtre et ce conseil citoyen serait un second. Nous avons identifié un problème. Comment, sans tomber dans une critique pure et basique, nous pouvons améliorer le projet pour qu'il aille dans le sens de l'intérêt général? Quelle pourrait être notre légitimité à vouloir agir? La réponse à toutes ces questions, naturellement, est la compétence. Donc, les gens qui doivent composer ce conseil citoyen doivent avoir ces compétences. Il y a eu des réunions publiques de présentation de ce nouveau PLU, 3 réunions publiques, soit, hypothéso, 600 personnes environ, sur une ville de 30 000 habitants. Est-ce assez? Ça représente à peu près 2%. Mais le citoyen lambda qui ne dispose pas forcément des dites compétences va seulement réfléchir à son environnement et à ses besoins immédiats. Donc, il ne peut pas forcément avoir cette vision nécessaire pour pouvoir faire avancer l'intérêt général. Je terminerai là-dessus par une question. Vous, monsieur le maire, premier vice-président en mobilité à la CAPI, deuxième vice-président en charge de la transition écologique au département, pourquoi n'avez-vous pas opté pour un PLUI plutôt qu'un PLU simple? Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non. Alors, il y a tellement de choses à dire. Déjà, le PLU, c'est un objet complexe, et donc, plus c'est compliqué, plus il faut y aller avec des idées simples. Nous, on avait quelques idées simples. La première, c'était effectivement la dimension écologique, et je le revendique totalement. En fait, vous avez dit, on n'a pas vraiment vu dans la trame verte et bleue. Bon, alors, je reconnais que cet aspect-là est un peu complexe, mais je pense que quand vous aurez bien lu les 3600 pages, vous le verrez. Mais c'est surtout qu'on n'a pas mis l'écologie uniquement dans la trame verte et bleue. On n'a pas mis l'écologie uniquement dans les espaces verts. On a mis l'écologie partout. Certes, on a créé dans le précédent mandat le parc Chopin. On a l'ambition de créer le parc du Bion dans ce mandat. Donc, on crée des espaces verts. On plante des arbres, on plante des forêts, des écoles, on végétalise partout. Mais on va même au-delà de ça. On fixe des règles beaucoup plus ambitieuses sur l'ensemble des projets, sur l'exigence de pleine terre, sur l'exigence de végétalisation. Donc c'est vraiment un fil rouge ou vert de l'ensemble du document. La deuxième priorité simple, c'était la maîtrise de la construction. On est dans une ville qui construit beaucoup. On n'a jamais voulu arrêter, ça n'aurait pas de sens. Notre ville se développe, elle est attractive, c'est une bonne chose. Mais il faut que ça se fasse de manière harmonieuse, modérée. Et la quasi-totalité des modifications qui sont apportées dans ce PLU visent à modérer les hauteurs, à modérer la densité, à préserver le quartier résidentiel des quartiers résidentiels, à faire en sorte qu'on n'ait pas des effets un peu d'excès en matière d'urbanisation, en matière d'équilibre entre les constructions, en matière de stationnement, en matière de pression sur le foncier et sur la ville. Donc c'était ça nos deux axes. On les a poursuivis de manière extrêmement systématique et vous allez constater, une fois que vous aurez lu les 3600 pages, sans s'il vous plaît en omettre aucune, car chacune porte la patte incomparable de Maggie et de son équipe,
vous aurez constaté que ces deux volontés se retrouvent dans l'ensemble du document. Ce qui m'amène à la réponse à certains des commentaires. Alors, je vais commencer par ceux de M. Heydin, que j'ai, enfin voilà, qui suscite quelques remarques. D'abord sur le problème de la folatière et de son manque de zone d'ombre. Donc ça tombe bien, on n'est pas loin. Je vous conseille d'y aller, par exemple en sortant de ce conseil municipal, et vous constaterez qu'il y a des arbres et des espaces végétalisés, ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, on avait un parking avec, je crois, un arbre. Je ne me trompe pas, il y avait un arbre, je crois. Là, maintenant, on en a planté des arbres, ils vont grandir et ils vont faire de l'ombre. On a des espaces végétalisés. Quand on sera assis sur les petits murets, ça fera de l'ombre. Et donc, on est effectivement passé d'une place qui était une place totalement minérale, exclusivement dédiée au stationnement, à une place qui sera une place végétalisée. Sur le fait d'avoir un comité conseil citoyen, c'est bien, mais le PLU, c'est quand même quelque chose qui est territorialisé, qui concerne les quartiers. Donc, je vous propose d'aller un peu plus loin. On pourrait se dire qu'on pourrait avoir un conseil citoyen par quartier, parce que finalement, les quartiers appréhendent différemment le PLU. Et ces conseils citoyens de quartier, on pourrait les appeler des conseils de quartier. Et on pourrait les réunir pour parler du PLU qui les concerne. Donc ça, je trouve que ce serait une bonne idée. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a fait. Et vous pouvez trouver que 600 personnes, c'est pas beaucoup. Pour une commune de la taille de Bourgoin-Jallieu, arriver à réunir 600 personnes pour avoir les discussions qu'on a eues, honnêtement, c'est pas mal. Et j'ai participé à 2 de ces 3 réunions, et vraiment, on est allé dans le détail de ce qui se passait dans les quartiers. Et même si la matière est complexe, on a vraiment eu des discussions très concrètes, très riches. On a apporté des modifications en PLU en réponse à ces demandes, y compris sur des points très précis. Donc je pense que vraiment on a fait œuvre utile de concertation et qu'il n'y avait pas besoin d'un nouveau bidule pour ça, pardonnez-moi. Et enfin sur le sujet du PLU, c'est un sujet complexe. Juste pour aller très vite, et cette discussion sur l'urbanisme, je trouve, reflète bien ça. Ce que j'ai toujours dit, y compris à la CAPI, y compris à Jean Papadopoulou, c'est que pour moi, le rôle numéro 1 d'un maire, c'est de savoir ce qui se passe dans sa ville. Comment elle se construit, comment elle se conçoit, où est-ce qu'on met ce qu'on doit y mettre. Et ce PLU, c'est la traduction domaine par domaine, secteur par secteur, territoire par territoire de notre politique municipale. Il met en œuvre notre volonté de végétaliser la ville, il met en œuvre notre volonté d'apaiser les circulations, j'y reviendrai puisque ça a été évoqué, il met en œuvre notre volonté de maîtriser la construction, il met en œuvre nos projets de développement économique, nos projets dans certaines des zones à travers les OAP. Donc vraiment, pour moi, ça fait partie prenante de la politique municipale. Je suis très heureux qu'on ait gardé la main sur cet outil et je n'ai aucune envie d'aller dire au maire de Villefontaine ou au maire de l'île d'Abo ce qu'ils doivent faire dans leur commune. Je pense que chacun peut assumer cette responsabilité dans le cadre de la politique municipale, ce qui ne nous empêche pas, on a plein d'outils pour ça, de discuter entre nous pour que ces schémas soient cohérents entre eux, notamment dans le domaine du développement commercial, évidemment, où ça a tout son sens. Alors, par rapport aux remarques de M. Perrard, alors oui, c'est vrai qu'il nous arrive de commenter le fait que voilà, vous critiquez des décisions qui sont prises sur ah, on abat tel arbre, c'est pas bien, et on vous répond bah oui, mais c'est ce que permet le PLU que vous avez voté. Je pense que notre réponse elle est légitime, elle est juridiquement exacte. Après, je ne veux pas non plus vous accabler plus que ça. C'est sûr que les choses évoluent, les attentes évoluent, les mentalités évoluent. Aujourd'hui, on ne conçoit pas l'écologie comme on le faisait au moment où vous avez adopté votre PLU. Si vous étiez à notre place aujourd'hui, sûrement vous mettriez plus d'écologie dans un nouveau PLU, comme nous, on va mettre plus d'écologie dans un nouveau PLU. Mais on ne peut pas affirmer que on serait en quelque sorte au même niveau. Je veux dire, il y a un changement qualitatif, profond. Il y a maintenant une approche extrêmement fine de quels arbres on veut préserver. On étudie quartier par quartier. Enfin, je vous renvoie à la carte. Hein. Vous voyez tous ces petits points verts, tous les arbres qui sont sélectionnés. C'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec la manière dont les choses se pratiquaient en 2014 pour le meilleur. Et quant à dire, ah, on pourrait baisser encore plus, on pourrait protéger encore plus d'arbres,
il y a aussi un moment où il faut être un petit peu raisonnable. Je veux dire, enfin, vous pouvez compter les arbres de Bourgoin-Jallieu, il y en a quand même un paquet de milliers. On peut pas non plus, enfin, nous, notre écologie, c'est pas non plus de mettre la ville sous cloche et de dire on va jamais plus couper un arbre. Parce que parfois, il y a des projets, parfois on coupe des arbres, mais notre but, c'est de replanter toujours beaucoup plus. Et c'est ça qui est intéressant dans le PLU. C'est pas, il ne faudrait pas mettre 10 fois plus de points verts, mais par contre, dans chaque projet, maintenant, il y a des exigences de végétalisation, des exigences de pleine terre qui font que dans chaque projet, il y aura des nouveaux arbres et que, vous inquiétez pas, quand vous vous promènerez dans 10 ans, dans 15 ans, avec l'effet de ce nouveau PLU, il y aura beaucoup plus d'arbres. Parce que ça, c'est la conséquence mécanique de tout ce qu'on a mis comme exigence. Sur le rythme de construction et les textes supérieurs qui nous imposent certains objectifs de construction. Il faut bien voir que, certes, les textes supérieurs existent, on a un PLH, on a un SCOT qui nous disent, voilà, il faut se donner certains objectifs de construction. Mais il y a aussi les règles qu'on fixe nous et qui ont certaines conséquences. Vous n'êtes pas contenté, lorsque vous avez adopté le PLU, de mettre des objectifs de construction assez élevés qui, dans une certaine mesure, vous étaient imposés par le SCOT et le PLH. En général, on peut quand même avoir un peu de marge. Vous avez aussi une pratique assez laxiste, permissive, qui permettait un rythme de construction élevé. Je peux le dire et je peux le démontrer, puisqu'on est arrivé et on a en gros divisé par 2 le rythme de construction. Donc avec exactement les mêmes règles. Donc c'est bien que nous, on était beaucoup plus exigeants avec les promoteurs, on était beaucoup plus attentifs à certaines choses, et on n'a pas laissé faire certains projets que sans doute vous auriez laissé adopter. Et dans le nouveau PLU, toutes les modifications qui sont apportées sont des modifications qui vont dans le sens de moindre construction, puisqu'on réduit les hauteurs, on introduit plus de normes de pleine terre, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, on aura de toute façon un rythme de construction qui sera moins élevé que ce qu'il aurait été avec les précédentes règles. Et peut-être qu'avant, on constatait que finalement, on avait toujours tendance à faire plus que les objectifs parce qu'il y avait en fait des règles qui étaient assez souples. Et je pense que demain, on fera les objectifs, ou peut-être on fera un peu moins que les objectifs, parce que quand on met bout à bout, les règles qu'on a mises sur le stationnement, les règles qu'on a mises sur l'écologie et la pleine terre, et les règles qu'on a mises sur les hauteurs, je pense que ce sera un truc qui sera assez bien verrouillé, et je l'assume totalement. C'est nécessaire de ralentir, pas de stopper, mais de ralentir, parce que, et ça vous l'exprimez comme d'autres, il y a une pression sur les services publics de la ville, il y a une pression sur le stationnement, il y a une pression sur la circulation, et donc il faut qu'on réponde à tout ça. Sur l'emploi industriel, alors on fait beaucoup, enfin on en parle souvent avec Jean-Pierre, pour essayer de préserver des zones artisanales. Il faut savoir que c'est quand même pas là qu'est la plus forte demande pour une commune de Bourgoin-Jallieu. Donc évidemment, si on laissait tout faire, il n'y aurait plus 1 cm² pour la production. Ce serait tout que du commerce et un peu de tertiaire. D'abord du commerce, ensuite du tertiaire, si on laissait tout faire. Donc nous, on insiste, on garde des zones pour ça, on discute avec les promoteurs, et on a des projets qui sortent, notamment de production artisanale, de surface moyenne, etc. Donc on tient absolument à garder ça. Et quand vous dites c'est bien dommage d'avoir abandonné le PER, le parc des énergies renouvelables, qui était potentiellement créateur d'emplois, Monsieur Perrard, tout est dans le potentiellement. Parce que le parc des énergies renouvelables, c'est une grande zone qu'on avait dessinée comme ça avec un stylo vert autour de Photowatt et de Champfleury, où il n'y a jamais eu le début du commencement d'un projet d'énergie renouvelable qui soit installé là depuis que vous avez dit ceci est un parc d'énergie renouvelable. Pas le début d'un. J'ai jamais eu un chef d'entreprise qui est venu dans mon bureau en me disant j'aimerais bien installer ma boîte dans votre parc d'énergie renouvelable. Et pourtant, des chefs d'entreprise qui sont venus nous voir en disant on a des projets en Bourgoin-Jallieu, je peux vous dire qu'en 8 ans, j'en ai vu un paquet. Donc je pense que cette zone, elle n'avait aucun sens. Pour des raisons évidentes, en termes de desserte, en termes d'insertion dans le tissu économique, etc. Peut-être aussi que c'est lié au fait que Photowatt ne s'est pas développé comme on l'aurait tous souhaité. Si Photowatt avait été multiplié par 10, les choses auraient sans doute été différentes. Mais bon, Photowatt, on se bat pour la sauver tous les jours, donc c'est pas exactement ça la situation. Et donc, oui, évidemment, ça a plus de sens de mettre l'activité économique dans les endroits où tous les jours les chefs d'entreprise viennent nous dire on a envie de s'installer là, que d'essayer de les forcer à aller à un endroit où ça a beaucoup plus de sens de faire des équipements sportifs et des zones naturelles. D'ailleurs, c'est des zones humides, vos parcs d'énergie renouvelable. Donc, de toute façon, si aujourd'hui on voulait y mettre des trucs, je peux vous dire, on aurait des problèmes avec l'État et peut-être même avec Gaël. Donc, moi, je veux pas ça. On en fait des zones naturelles et tout va bien. Sur la question des OAP et de la gestion de la carte scolaire. C'est un exercice très difficile, la gestion de la carte scolaire.
parce que on a beau avoir l'impression qu'on construit et que les enfants vont se précipiter dans les écoles, mais en pratique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on essaye de naviguer assez finement avec Hélène sur aujourd'hui notre problème, c'est pas d'accueillir tous les enfants dont vous faites l'hypothèse qu'ils vont arriver dans nos écoles, parce qu'il y en a plutôt moins, mais c'est de les accueillir dans le périscolaire et dans la restauration. Donc ça passe par des restaurants scolaires, ça passe par des zones de self, ça passe par des recrutements dans le périscolaire, ça nous occupe tous les jours, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Après, on a toujours des moyens pour s'adapter. À partir du moment où il y aura demain une école supplémentaire, par exemple à Ramseyer, on peut revoir toute la carte pour déplacer un peu les élèves et dégager de la place ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Sur les logements sociaux, oui, j'assume qu'on a réduit le taux. C'est pas parce que je suis contre le logement social, c'est juste qu'il faut être un peu logique. Il y a une référence nationale en France qui est 20 ou 25%. À Bourgoin-Jallieu, on est à plus de 30%. Donc, on n'arrête pas d'expliquer aux communes qui sont en dessous qu'il faut qu'elles en fassent plus pour rattraper la norme nationale. Donc, le but, c'est pas que tout le monde soit dans le logement social. Donc, c'est normal que nous qui soyons au-dessus, si on veut arriver à un certain équilibre, ben non, on réduise plutôt. En se mettant à 20%, sachant que la norme c'est entre 20 et 25, je peux vous dire, il faudra du temps avant qu'on baisse par rapport à 30%. Peut-être qu'à la fin, on sera à 28, 29, mais en tout cas, ça va se faire très très lentement. Donc, c'est vraiment un outil pour faire de la mixité sociale en mettant plus là où il y en a moins et inversement. Je pense que c'est une approche très raisonnable. D'ailleurs, ça nous a été tout à fait approuvé dans toutes les réunions. Sur la mobilité, rassurez-vous, on fera beaucoup avec la nouvelle délégation de service public pour que l'ensemble des habitants du territoire prennent davantage le bus. Ça n'est pas l'objet ici de vous présenter la nouvelle DSP, mais ce moment viendra bientôt, puisque dans les prochaines semaines, on va commencer à communiquer dessus. On aura une bien meilleure desserte du Médipôle, on aura une bien meilleure desserte des zones d'activité économique de la CAPI, on aura une bien meilleure desserte des gares, et on aura, pour ce qui concerne Bourgoin-Jallieu, une ligne intérieure qui desservira l'ensemble du centre-ville, ce qui sera super pour les Bergaliens, mais très bien aussi pour les autres Capizarois, parce que c'est aussi une ligne qui permet de bien relier toutes les autres lignes, et donc d'avoir des circulations fluides quand on va d'un bout de la Capi à l'autre. Donc, vous inquiétez pas, ça va être formidable. Vous nous avez dit qu'en matière de circulation, c'était regrettable qu'on n'ait pas fait le choix de modifier radicalement les habitudes des habitants. C'était votre mot, radicalement. Alors, je peux vous dire, les habitants, ils sont heureux quand on ne se lève pas le matin en se disant on va modifier radicalement vos habitudes. Parce que vos amis écolos et de gauche, eux, ils se lèvent de temps en temps le matin en disant on va modifier radicalement les habitudes avec des instruments comme la ZFE telles qu'elles sont envisagées à Lyon et Grenoble. Et je peux vous dire que les habitants, ils sont terrifiés. Donc nous, effectivement, ça n'est pas notre projet de modifier radicalement. On est un peu plus raisonnable que ça. Vous avez dit vous-même qu'on n'était pas en zone ZFE, c'est juste. Mais enfin, il y a plein d'entreprises bergaliennes, il y a plein de bergaliens qui sont concernés par la ZFE de Lyon et pour qui c'est un énorme problème qui s'annihile à l'horizon. Donc nous, on n'y va pas radicalement, mais on y va résolument, en faisant des voies cyclables, en instaurant des zones de circulation apaisées. C'est un domaine où on agit année après année. Sur les voies cyclables, on agit aussi avec la CAPI. Sur les zones apaisées, il y aura des annonces très prochainement. Donc voilà, c'est conforme à notre projet. Et quant au parking relais en entrée-de-ville, alors c'est une discussion qu'on a régulièrement. Moi, je suis toujours un peu dubitatif, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais. Mais quand je vois que les clients en particulier de nos commerces, que nous adorons tous parce que nous avons besoin de clients, mais qu'ils nous reprochent quand ils ont besoin de marcher 50 mètres pour aller au commerce parce qu'ils aimeraient pouvoir se garer juste à côté, si notre réponse c'est de leur dire vous allez vous garer à l'extérieur, trouver un autre moyen de circulation pour pouvoir venir au centre-ville faire votre course, etc., je ne suis pas sûr qu'on tienne absolument la réponse. Donc je pense, et c'est de ça qu'on discute tous les jours avec les commerçants, que il faut quand même être plus raisonnable. Certes, on apaise, on végétalise, enfin on l'a fait Place Carnot, hein, donc on les assume, mais on conserve quand même
des nappes de stationnement suffisantes à proximité pour qu'on reste une commune attractive dans un territoire où quand même il y a encore beaucoup de choses qui se font avec la voiture pour encore un certain temps. Donc voilà, ce PLU n'est pas radical, mais il est remarquable, je peux le dire car je n'en suis pas l'auteur principal, et je suis persuadé qu'il ira dans le sens de ce que souhaite une grande majorité des Bergaliens. Je vais à présent mettre aux voix l'arrêt du PLU. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc le groupe de gauche et le groupe Pardal. Le PLU est arrêté, pas encore adopté. Voilà, merci mes chers collègues. C'était un point important. Nous en venons au petit déjeuner au sein des écoles du territoire de Champfleury. Bonsoir à tous. Je m'excuse pour ma voix, je suis très enrouée. Alors, Bourgoin-Jallieu contre 3 écoles en réseau d'éducation prioritaire, Jean Rostand, Louise Michel et Linné. Avec l'inflation, un nombre grandissant de foyers sont touchés par la pauvreté. Malheureusement, cela se traduit par une malnutrition accrue dans certaines familles. Nous avons constaté que des enfants pouvaient arriver à l'école le ventre vide, ce que nous ne pouvons pas tolérer. Quand l'État a lancé son dispositif petit déjeuner, la commune s'est immédiatement portée volontaire. Qu'est-ce que le dispositif petit déjeuner? Alors, il s'agit d'accompagner les instituteurs dans l'éducation à la santé en organisant des petits déjeuners équilibrés offerts aux élèves des écoles du premier degré. Chacune des écoles bénéficiera l'une après l'autre de bons petits déjeuners fournis par la cuisine centrale et servis par nos ATSEM. Ce dispositif sera expérimenté dès le texte voté dans les 3 écoles maternelles de Champfleury. Je vous demande de voter cette délibération pour ces enfants. Merci. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Alors, juste un mot. Donc, donc ça, c'est une initiative de l'État qui nous a proposé d'accompagner. On a immédiatement dit oui. Bon, on sait tous que le sujet du petit déjeuner est un sujet important, pas seulement pour l'alimentation, mais aussi pour la concentration. Et c'est vrai que on est d'autant plus satisfait qu'initialement, il y avait, enfin, l'État avait évoqué une expérimentation sur une école, je ne sais plus à quelle c'était. Voilà, quelques classes sur une école. Donc on avait dit dès le départ, bah oui, mais bon, de toute façon, c'est nous qui nous en occupons. Donc nous, on sait qu'on sait faire. Donc si on s'en occupe, ce sera bien fait. Donc autant faire toutes les écoles de Champfleury, parce qu'on voit pas bien pourquoi l'une et pas l'autre. Et donc, quand on a vu le nouveau Dazen, qui est quelqu'un avec qui je pense qu'on va très très bien travailler, bon, il nous a tout de suite dit qu'il souhaitait qu'on aille le plus loin possible et le plus vite possible sur ce dispositif. Enfin, en tout cas, que lui était prêt à le faire avec l'Éducation nationale si nous étions prêts à l'accompagner. Donc, je pense que ce sera une très bonne chose. Je mets donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est donc approuvée. Le point suivant concerne la révision du règlement intérieur des accueils périscolaires. La ville a souhaité réviser son règlement intérieur du temps périscolaire afin de favoriser l'inscription des enfants, des parents actifs ou en formation. Comme vous l'avez vu, cette rentrée a été marquée par la liste d'attente de l'accueil périscolaire du matin, du midi et du soir. Ce phénomène a été d'autant plus impressionnant que les effectifs scolaires bergaliens sont en baisse dans les écoles publiques de la commune. Nous avons utilisé l'ensemble des moyens à notre disposition afin de purger rapidement ces listes d'attente. Des campagnes de recrutement en interne et en externe ont été lancées, des tables et des chaises ont été achetées, le restaurant de l'école Simone Veil a été transformé en self afin d'améliorer sa capacité d'accueil. Nous avons même proposé aux jeunes retraités de moins de 67 ans de devenir agents périscolaires quelques heures par semaine. Grâce à cette mobilisation du service éducation,
400 places ont été créées sur les différents temps d'accueil périscolaire. Plus une famille n'est en liste d'attente depuis le début de cette année. À titre d'indication, cette année scolaire 2022-2023, 1656 enfants sont accueillis dans les restaurants scolaires et 994 enfants sont accueillis dans les garderies du matin et du soir. Afin de préparer la prochaine rentrée et de ne pas pénaliser les familles d'actifs, nous avons révisé le règlement intérieur. Tous les enfants de foyers où les deux parents travaillent et les foyers monoparentaux où le parent travaille sont prioritaires. L'inscription des familles où l'un des parents est inactif ne sera validée que dans un second temps. La garde de son enfant, tout comme l'activité professionnelle, ne doivent pas être un frein au bien-être des familles. Je vous demande de voter ces modifications qui révèlent du bon sens. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Alors, apparemment, il y a beaucoup de courtoisie de part et d'autre. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Alors, ravi de savoir que finalement tous les parents ont pu avoir réponse à la garderie et à la restauration pour cette année. Est-ce que vous pensez déjà d'une part pour le recrutement, miser encore sur les moins de 67 ans l'année prochaine ou pas? Déjà, une première question. Et également concernant les parents qui trouveraient un emploi pendant l'été, qui débuterait dès le 1er septembre, donc qui n'entreraient pas dans les inscriptions qui sont de mi-mai à mi-juin, auront-ils une réponse rapide en ce qui concerne garderie et cantine? Voilà, est-ce qu'on peut trouver un emploi assez rapidement par moment? Donc voilà, merci à vous. Merci de ces questions. Monsieur Maguet? Oui, pour ma part, je souscris à cette délibération. C'est simplement une observation purement technique, vu que nous devons valider un projet de règlement intérieur. Un règlement intérieur n'a d'efficacité que s'il est suffisamment précis. J'observe que dans les conditions générales, on demande, en cas d'échéance de l'autorité parentale de l'un des deux parents uniquement, la copie du jugement de divorce. Il n'y a pas qu'un jugement de divorce qui peut déchoir de l'autorité parentale. Donc, si le but est de savoir quel est le parent titulaire de l'autorité parentale, demandez simplement la communication de tout jugement qui a pu être rendu à l'occasion d'une procédure de séparation. Mais voilà, c'est simplement cette observation technique sur les dispositions générales. Merci, maître, de cette observation. La délibération sera ainsi modifiée. Quant aux questions qui ont été posées, le recrutement de retraités de moins de 67 ans n'est pas le cœur de notre stratégie de recrutement, évidemment, même si c'est un épisode qui a fait pas mal parler de lui, enfin de cette initiative. Après, honnêtement, nous, on voit que des avantages à avoir des personnes qui sont disponibles, qui sont compétentes, qui souvent, parfois ont travaillé dans le domaine, souvent ont eu des enfants et ont l'habitude, et des petits-enfants, et ont l'habitude de les encadrer. Donc voilà, on pourra continuer. Après, ce sera jamais la majorité de nos recrutants, si d'aventure c'est ce qui vous inquiète. Sur le fait d'avoir un emploi pendant l'été, oui, évidemment, il y a plein de situations possibles. Donc, si quelqu'un n'avait pas d'emploi et retrouve un emploi pendant l'été, il deviendra prioritaire. Après, peut-être qu'on ne pourra pas l'accueillir sur le champ parce que, bon, voilà, on a les demandes et puis après, on gère en fonction de nos disponibilités et des listes d'attente. Donc, on fera au mieux, mais évidemment, l'esprit du règlement, c'est de permettre d'abord aux familles dont les parents travaillent que leur enfant soit accueilli, et donc on appliquera ce principe de la manière la plus souple possible. Moi, sur ce sujet, plus généralement, je voudrais d'abord dire il y a eu un travail phénoménal de toute l'équipe éducation, à commencer par Hélène, mais aussi avec évidemment et en premier lieu tous les services, pour faire face à une situation qui était dégradée et qui ne satisfaisait personne, avec parfois des situations personnelles à la clé qui étaient vraiment problématiques. Quand il y a des familles avec peu de revenus où la personne venait nous voir en disant je vais devoir renoncer à mon travail parce que je ne peux pas faire garder mon enfant, c'est évidemment une situation qui
nous révolter avec Hélène, donc on poussait d'autant plus pour trouver des solutions. Et c'est aussi ce qui nous a conduit à formaliser cette priorité qu'en fait on appliquait, mais on l'appliquait imparfaitement. En fait, on avait d'abord un processus où on prenait tout le monde, et puis ensuite on commençait à appliquer une priorité, mais une fois qu'on en était là, on ne pouvait pas forcément accueillir tout le monde. Bon. Le travail a quand même été fait cette année, puisque on a réussi à résorber toutes les listes d'attente, et pas seulement des publics prioritaires. On a résorbé toutes les listes d'attente de toutes les personnes qui voulaient faire accueillir leurs enfants, y compris ceux qui ne travaillaient pas. Donc, le travail a été fait cette année. Ça reste notre objectif d'accueillir tout le monde, mais je pense que cette priorisation apportera un élément de clarté qui sera bienvenu. Je rappelle par ailleurs qu'au-delà de ces points-là, on a aussi fait des efforts pour améliorer la qualité de l'accueil, notamment en élargissant les horaires, ce qui est aussi un élément très important. Voilà, pareil, il y a des gens qui nous ont dit, voilà, ce quart d'heure de plus, c'est ça qui me permet d'être à l'heure au travail, et c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, je pense qu'en faisant ça, on a vraiment aussi aidé à répondre aux besoins des familles. Je vais à présent mettre ce règlement aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté. Le point suivant concerne la mutuelle juste. Myriam. C'est moi, dit-elle. Bah oui, c'est toi. Hein? Wake up. Bonsoir à tous. Pardonnez-moi, je n'avais pas le déroulé en face des yeux. L'initiative municipale de créer une mutuelle communale pour tous à Bourgoin-Jallieu provient de notre inquiétude face à la baisse du pouvoir d'achat. L'inflation et la crise sanitaire ont en effet mis de nombreux bergaliens en difficulté. À la sortie de la crise sanitaire, notre équipe municipale a souhaité aider les administrés et les agents communaux à faire des économies ou à simplement pouvoir en bénéficier, enfin bénéficier d'une complémentaire santé. En 2020, l'ABS nous a également clairement fait observer un vieillissement de la population. D'autre part, merci Dorian, des instances comme l'aide sociale facultative mettent en exergue de manière régulière le non-recours aux soins, souvent lié à un défaut de mutuelle. Un grand nombre se retrouve alors sans couverture médicale complète et se prive de soins essentiels, prothèses dentaires, prothèses auditives ou encore des lunettes. Afin de répondre aux obligations des marchés publics, nous avons donc lancé un appel à partenariat en 2022 pour la mise en place d'une mutuelle communale pour laquelle les tarifs ont été négociés collectivement par la commune. Le lauréat est la mutuelle Juste, qui est déjà partenaire avec plus de 800 communes. Nous partageons les valeurs de cette mutuelle à but non lucratif qui s'engage pour la santé et pour le pouvoir d'achat des Français. Je vous demande donc de voter cette délibération afin de permettre aux Bergaliens et aux Bergaliennes de bénéficier d'une mutuelle au juste prix. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Perrard. Oui, donc sur cette délibération, effectivement, on n'est pas contre le principe, puisque c'était une des actions aussi que nous avions soulevées pendant notre programme, pendant la campagne. On est ravis que vous ayez pu évoluer aussi sur ce projet, puisque je peux me souvenir dans un débat que ce n'était pas une des mesures pour lesquelles vous étiez trop attachés, donc tant mieux. Voilà, par rapport aux difficultés des Bergaliennes et Bergaliens que vous avez citées, Madame Abderrahim, on partage tout à fait. Hein, c'est quand même de plus en plus difficile pour un certain nombre d'entre nous de pouvoir se positionner par rapport à des mutuelles. Donc qu'on puisse les accompagner, voilà, c'est assez intéressant par rapport à notre population. Par contre, sur la forme, donc on vous avait sollicité pour un certain nombre de points, notamment par rapport à l'attribution de cette mutuelle. Donc, on n'a eu que très tardivement ce soir. Donc, pour le coup, donc on ne pourra pas se positionner. Donc, nous nous abstiendrons. Et la dernière question, c'était sur les retours
que vous aviez pu avoir à la fois de cette mutuelle donc juste et à la fois sur le principe de la mutuelle, parce que je crois que la commune de Villefontaine qui s'est engagée aussi dans cette démarche, du coup, et si vous avez aussi des retours de leur part. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Alors, moi, j'ai pas souvenir du débat que vous évoquez où j'étais contre cette mutuelle. Où j'avais exprimé hésitant, d'accord. Merci de cette précision. Ceci dit, si certains seraient tentés d'y voir une inconséquence, je pense qu'elle est assez loin de la vôtre, qui consiste à nous dire, 1, c'était notre proposition, et 2, on s'abstient. Alors ça, je dois dire, comme démarche politique, c'est pas mal. Bon, je voudrais juste ajouter que on a présenté ce matin avec le représentant de la Mutuelle Juste ce dispositif. Je pense, quoi que j'ai pu dire lors du débat, que ce sera un vrai plus qui arrive à point nommé. Ça répond vraiment au double objectif d'étendre la couverture médicale et de protéger le pouvoir d'achat des bergériens. C'est d'ailleurs ce que disait ce responsable des mutuelles communales de la Mutuelle Juste. Il disait, on voit vraiment les deux effets. Les personnes qui disent, bon, je dépense tant, je vais dépenser moins parce que j'ai du mal à m'en sortir. Et ceux qui disaient, je dépense tant, je vais à peu près dépenser la même chose, mais je vais élargir ma couverture parce que j'ai besoin de me sentir plus protégé. Et je pense que pouvoir jouer sur l'un ou l'autre ou les deux tableaux, c'est vraiment un plus qu'on apporte aux bergériens à travers ce dispositif. Les économies sont potentiellement très significatives. Il a parlé de 300-350 euros par an de manière courante et jusqu'à 500 euros par an pour certaines personnes, notamment pour les personnes âgées qui souvent sont fortement pénalisées par les dispositifs actuels, à travers un système assez vertueux. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de frais de promotion. En fait, c'est la commune qui dit il y a cette mutuelle qui existe à travers nos outils de communication qu'on a déjà. Et tous les moyens de la mutuelle, ils vont sur la protection sociale. C'est une mutuelle qui est présente dans un grand nombre de communes et qui, je pense, donnera vraiment satisfaction. Donc, ça me paraît un progrès très important qui sera mis en œuvre. Je ne sais pas si c'est à partir des idées de l'opposition, parce qu'il y a quand même 2000 communes qui font ça, donc on va dire que c'est quand même une idée qui a largement répandu. En tout cas, sans votre soutien, je le regrette, mais je pense que ce sera quelque chose de très positif. Je mets cette délibération. Oui. Juste une précision, enfin, ne transformez pas la chose non plus. Moi, je ne transforme rien. Vous m'avez dit que vous alliez vous abstenir. Oui, ouais, je viens de vous expliquer pourquoi, justement. Voilà, avec un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas pour pouvoir se positionner. Mais sur le fond, on est tout à fait d'accord. Et encore une fois, je n'ai jamais dit que vous la votez ce soir parce que nous l'avions présenté pendant la campagne. Voilà. Donc, ne transformez pas tout. Merci de ces nouvelles précisions sur votre abstention favorable. J'espère qu'elles éclaireront ceux qui nous écoutent. Je ne suis pas sûr qu'elles éclairent la majorité, mais ça, c'est un autre sujet. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est donc approuvée. En l'absence d'Aurélien, je vais présenter le point suivant. Bourgoin-Jallieu est une ville de grands événements sportifs. La Coupe du Monde de rugby à 15 en 2023, puisque nous accueillons, comme vous le savez, l'équipe d'Italie. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bon, ça se passe à Paris, comme le nom l'indique, mais on est partenaire, terre des Jeux. Et pour poursuivre sur cette belle lancée, nous avons obtenu l'organisation de la 17e Coupe du Monde de rugby à 13 en 2025, qui se tiendra dans une vingtaine de villes françaises, dont Bourgoin-Jallieu. Donc là, c'est vraiment, nous accueillons la compétition elle-même. Alors, le rugby à 13 en France, c'est pas le plus connu, mais il faut savoir qu'au niveau mondial, c'est un rugby qui est extrêmement pratiqué, plus que le rugby à 15. Donc, c'est potentiellement un très grand engouement populaire. C'est de la télévision et des personnes venant de l'étranger. Et donc, compte tenu de tout ça, compte tenu aussi des conditions qui nous étaient proposées, qui sont assez favorables, puisque on n'a pas de charge particulière en lien avec cet accueil, nous avons donné notre accord
pour accueillir la phase de poule avec 6 matchs proposés. Donc, on mettra à disposition nos installations, qui sont de plus en plus belles, avec tous les travaux qu'on fait au Stade Rajon. On aura une rémunération sur les revenus liés à la commercialisation et à la billetterie. Et c'est France 2025 qui financera d'éventuels surcoûts. Donc tout ça va tout à fait dans le bon sens. Et ce sera à nouveau un grand moment voilà, un grand moment festif, populaire, comme on les apprécie. Et on aura même des matchs de tête de série hommes et femmes. Donc voilà, on sera vraiment super bien positionné sur ce très bel événement sportif. Donc on s'en réjouit évidemment et je vous demande d'approuver la candidature de Bourgoin-Jallieu, sachant que normalement on est d'accord avec eux. Donc si vous approuvez la candidature, elle est a priori retenue. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, alors je mets cette délibération aux voix. Est-il des oppositions, des abstentions? Merci mes chers collègues. Point suivant concerne la subvention à vibration mystique pour les concerts d'été. Depuis 2021, la ville regroupe l'ensemble des animations estivales culturelles, sportives et associatives sous le label Les Festives Été. Plus de 100 animations et événements sont programmés de juin à septembre, dont les dimanches pique-niques. Une opération que nous avons lancée en 2020 avec l'association Vibration Mystique. Pour l'été 2023, il y aura 5 dates du 9 juillet au 10 septembre. Ces concerts gratuits de fin de journée sont appréciés de tous. Ils permettent aux habitants de se retrouver en famille ou entre amis. La musique est un formidable levier pour favoriser les rencontres, les échanges et plus largement le développement du lien social. Dans ce cadre de partenariat, la ville subventionne l'association Vibration Mystique à hauteur de 6 000 €. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis confus. Il y a une demande d'intervention ou pas? Ah, le micro, bah oui, mais je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi il manque un micro ou... À ce sujet, vous évoquez le fait que ces représentations ont eu lieu à de nombreuses reprises. Ne serait-il pas judicieux d'inclure ce budget-là plutôt dans la convention d'action ou d'en faire quelque chose d'inscrit dans la convention qui relie l'association au service de la mairie? En fait, oui, alors on pourrait, mais ça voudrait dire qu'il y ait une sorte de standard systématique, alors que, enfin, nous, ça nous convient de discuter à chaque fois avec l'association, parce qu'à chaque fois, on calibre bien les concerts, etc. À la limite, ça peut faire bouger on peut changer, on peut faire bouger la subvention. C'est vraiment une subvention sur projet. Enfin, c'est pas une subvention pour le fonctionnement courant de l'administration, c'est pour un événement donné. C'est assez logique de procéder comme ça, il nous semble. Voilà. Je mets donc cette délibération aux voix. Est-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Le fonds de participation des habitants, Océane. Qui papote? Le fonds de participation habitants qui est inscrit dans le cadre de la politique de la ville est une enveloppe financière apportée par les bailleurs sociaux. Ce fonds permet entre autres aux habitants de faire des propositions au sein de leur quartier et de réaliser une action collective. Les porteurs de projets peuvent être des groupes d'habitants organisés ou non en association. Pour cette année 2022, la ville a financé pour le quartier de Champaret la fête de quartier avec l'inauguration de la fresque de street art de Potter le 4 juin 2022, une sortie familiale et une prestation artistique. Sur Champfleury, ça a permis de financer la fête de quartier. Je vous propose pour l'année 2023 d'affecter 2 000 € au FPH. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Le point suivant concerne le terrain de tennis. Dorian? Le tennis club Bourgoin-Jallieu s'est engagé par une convention en date du 31 juillet 2015 à verser une participation financière d'un montant de 64 000 €
pour la réfection de 2 terrains de tennis de la manière suivante: 4 000 € au démarrage des travaux, 10 000 € chaque année pendant 6 ans jusqu'en 2027. Le Tennis Club Bourgoin-Jallieu sollicite la réduction de l'annuité de participation financière à 5 000 € afin de ne pas les mettre en difficulté financière. Le TCBJ, la commune, par l'avenant numéro 6 juin, permet au TCBJ de réduire l'annuité 2023 à 5 000 €, ce qui a pour conséquence de reporter l'échéance finale au 1er septembre 2028 en lieu et place du 1er septembre 2027. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Le point suivant concerne une subvention exceptionnelle au CSBJ Athlé. Encore cette année, le CSBJ Athlétisme a révélé être une pépite de champion avec plusieurs titres de champion de France dans de nombreuses disciplines. Je tiens une fois avec toute l'équipe municipale de plus à remercier l'équipe dirigeante pour ses résultats exceptionnels. Grâce à ceci, le club va concourir à différentes épreuves du prochain championnat d'Europe qui se tiendra en Italie. Pour les soutenir dans leur réussite, nous vous proposons de voter cette subvention exceptionnelle de 3 000 €. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Le point suivant concerne la subvention au tennis de table. Nous le savons tous, Bourgoin-Jallieu est une ville sportive avec encore un club performant, le TTBJ. Cette délibération que je vous propose d'adopter est un soutien au déplacement sur notre territoire de l'équipe féminine récemment promue en N2. Au nom d'Aurélien Leprêtre et de l'équipe municipale, nous remercions le TTBJ pour le beau travail accompli avec leurs licenciés et nous vous demandons de voter cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Perra, oui. Oui, juste sur ces deux subventions, si on pouvait avoir les conventions en annexe, parce que d'habitude on les a, et là elles ne sont pas dans le document. Pas de problème, vous les aurez. Point suivant concerne... Donc on a fait le tennis de table, là, c'est ça. Donc maintenant, la modernisation de l'éclairage public Rajon. Là, tu vas nous coûter un peu plus cher, c'est ça? Oui, enfin, je vais... Au nom de mon collègue. Ça s'appelle passer la balle. Effectivement, comme vous l'avez sûrement déjà vu en passant près du stade Rajon, celui-ci est en chantier et ce pour quelques mois. Nous allons en effet transformer le terrain d'entraînement en terrain synthétique et l'équiper d'une tribune, d'une nouvelle main courante ainsi que d'éclairage. Aussi, les travaux portant sur l'éclairage du terrain d'honneur seront effectués en parallèle. Ce nouvel écrin permettra d'augmenter la capacité d'accueil des équipes du CSBJ dans l'enceinte de Rajon, ainsi que l'accueil de plus de matchs, notamment des espoirs. Ces travaux nécessitent une demande de subvention que je vous propose d'approuver aujourd'hui. Et je profite de cette délibération pour saluer la belle saison du CSBJ qui a réalisé son objectif, à savoir la qualification en phase finale. Ouais, enfin, on aurait bien aimé battre Blagnac quand même, mais bon. Passons. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Point suivant concerne la subvention à l'Union sportive des écoles. Alors, la ville de Bourgoin-Jallieu soutient depuis plusieurs années le développement des actions sportives proposées par l'UCEP dans les écoles de la commune en facilitant l'accès de tous les enfants qui le souhaitent aux activités sportives. Dans ce cadre-là, l'UCEP sollicite une subvention de 1 487,70 € pour l'année scolaire 2022-23. Vous avez le tableau en annexe et j'espère que cette fois vous avez l'annexe. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement de la subvention à l'UCEP. Merci. J'aime bien les 70 centimes, c'est précis. Eh oui, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération au vote. Il y a des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Point suivant concerne la subvention aux coopératives scolaires. Alors, la commune soutient aussi les coopératives scolaires pour les sorties pédagogiques et les projets culturels en allouant une participation par élève et par classe. Celle-ci s'établit pour l'année scolaire 2022-23 à 38 € par élève et 22 € par classe, soit un montant global de 47 000 € pour les écoliers bergaliens. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Point suivant concerne
la participation aux frais de fonctionnement de l'inclusion scolaire pour l'île d'Abo. Alors, une convention entre la commune de l'île d'Abo et la commune de Bourgoin-Jallieu prévoit une participation annuelle aux frais de fonctionnement des dispositifs pour l'inclusion scolaire. À ce titre, il est proposé d'approuver le versement à la commune de l'île d'Abo pour 11 élèves bergaliens accueillis, une participation annuelle de 1 279,42 € par élève pour l'année 2022-2023. Le montant global de la participation à verser par la commune au titre de cette année s'élève donc à 14 073,62 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement de cette participation. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. On passe à la taxe locale sur la publicité extérieure. Jean-Pierre. Donc, le conseil municipal du 27 juin 2011 a délibéré pour fixer les modalités de la taxe locale sur la publicité extérieure. L'article de loi prévoit l'actualisation annuelle en fonction du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, donc de l'avant-dernière année. Et donc, pour 2024, l'augmentation sera de 6%. Donc, c'est la proposition de vote qui vous est proposée. Et donc, vous avez en annexe toutes les catégories des différentes tarifications, sachant que le prix de référence passe à 23,30 € au mètre carré. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Le point suivant concerne prise en charge des travaux de raccordement. Maggie. Oui. La commune, autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, est souvent confrontée à des demandes de raccordement ou d'extension électrique pour viabiliser certains permis accordés. Pour tous travaux en dehors de l'assiette foncière du projet, la prise en charge des travaux d'aménagement est demandée à la commune. Pour une ville de notre taille, les répercussions peuvent être financièrement importantes au regard des nombreuses demandes d'autorisation d'urbanisme. Cependant, et par dérogation, la ville a la possibilité de faire prendre en charge les coûts des travaux par le pétitionnaire par le biais d'une convention. Et c'est donc notamment ces différents modèles de convention que je soumets à délibération. Voilà. Donc c'est un bon exemple, puisqu'on parlait du PLU tout à l'heure, de encore ce genre de petit dispositif où on a la possibilité de dire aux promoteurs qu'on les accueille avec plaisir, mais que ça doit nous coûter le moins possible. Voilà, et parfois il y a des projets qui bloquent même par rapport à ça. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Nous en venons à des acquisitions de parcelles au 32 avenue Dauphiné. Donc, il s'agit de l'acquisition à l'euro symbolique d'une contenance totale, toute parcelle confondue, de 242 mètres carrés pour régulariser une voirie située à 32 avenue du Dauphiné, dont les numéros de parcelles sont cités en objet de la délibération. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Ensuite, 24 rue du Petit Bion. Par délibération du 14 octobre 2019, la ville a validé l'acquisition à l'euro symbolique à la SCI Clos-Rome, une emprise d'environ 8 mètres carrés sur la parcelle AT 433 afin de régulariser l'emprise du trottoir rue du Petit Bion, ainsi que la prise en charge des frais d'acte géomètre. Donc, il convient d'accepter ainsi la prise en charge des frais de mainlevée éventuels par la ville. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Le point suivant concerne une parcelle Quai des Belges. Je ne suis pas Quai des Belges, je m'excuse. Quai des Belges, tu sais, c'est juste sous la bourbe. Oui. Afin de régulariser l'emprise de voirie située Quai des Belges, la ville souhaite acquérir à l'euro symbolique à Mesdames Lahaye, ou toute personne qui s'y substituerait, les parcelles donc citées en objet de la délibération, situées 17 Quai des Belges,
d'une contenance totale de 130 mètres carrés. Donc, juste pour précision, donc la parcelle BN 269 est concernée par un emplacement réservé numéro 6 au PLU. Merci. Y a-t-il une demande d'intervention? Je mets ces délibérations en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Ensuite, une parcelle de 18 mètres carrés. On est toujours dans le cadre d'une régularisation de voirie située chemin de Charbonnières. Donc, la ville souhaite acquérir l'euro symbolique à monsieur Cécillon Robert, ou toute personne qui s'y substituerait, une emprise d'environ 18 mètres carrés de la parcelle cadastrée CB83 située au 41 chemin de Charbonnières. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Et enfin, avenue Frédéric Dard. Donc, la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AW 459 située avenue Frédéric Dard. Et dans le cadre de la construction du nouveau conservatoire porté par la CAPI, Enedis sollicite l'autorisation de pose de câbles de haute tension en souterrain jusqu'au poste de transformation du nouveau bâtiment. Les travaux consistent principalement à l'enfouissement des réseaux électriques sur la parcelle citée en objet. Donc, pour ce faire, une indemnité unique et forfaitaire de 15 € sera versée par Enedis à la ville. Et je pense qu'on sera riche avec 15 €. Alors, c'est sûr qu'on ne gagne que 15 €, mais comme tous les autres, ça nous a coûté que 1 €. Je pense qu'on est bénéficiaire Oui. à l'arrivée. Oui, effectivement. Bien, y a-t-il une demande d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Point suivant concerne une redevance d'occupation du domaine public routier et non routier pour les opérateurs de télécommunications. Alors là, pour une fois que Sébastien me rapporte de l'argent au lieu de m'en coûter, je peux dire, je ne vais pas bouder mon plaisir. Alors, comme tous les 15 € qu'on fait payer et tous les droits d'occupation du domaine public, en effet, nous allons... le décret du 27 décembre 2005 a fixé des modalités d'occupation du domaine public communal par les opérateurs de communication électronique. Il a encadré le montant de certaines redevances. Le conseil municipal doit fixer au début de chaque année le montant des redevances d'occupation du domaine public dues pour l'année à venir, ou prévoir les montants retenus pour l'année à venir et les modalités de calcul de leur revalorisation ultérieure. Je vous propose de choisir cette dernière option. Et donc, vous trouverez en annexe tous les plafonds prévus dans le décret et les modalités de calcul de la revalorisation. Ainsi, comme je l'ai dit, je vous propose d'instaurer cette redevance et de fixer le tarif maximum pour le montant des redevances d'occupation du domaine public. Voilà, alors là, on a découvert cette petite disposition qui nous permet de facturer l'utilisation du domaine public par les opérateurs de communication électronique. Et on s'est dit qu'on n'allait pas se priver. Donc, je ne sais pas si on a une estimation de ce que c'est susceptible de rapporter. Pas encore. On va voir. Oui. Juste une précision, sinon je n'allais pas parler ce soir. En fait, c'est juste parce qu'on s'est rendu compte avec Sébastien qu'on était de plus en plus sollicité par plein de nouveaux opérateurs qui voulaient installer des armoires de partout pour mettre de la fibre essentiellement pour les professionnels. Et puis effectivement des pylônes, etc. Notre objectif, c'est pas tant effectivement de n'avoir qu'un gain financier, mais également de forcer un petit peu tous ces opérateurs à se mutualiser, à partager leurs armoires, à partager leurs pylônes et à éviter que ça se multiplie de partout dans toute la ville en fait. Tout à fait. On est surtout par là pour taxer des grandes entreprises auxquelles nous sommes très attachés, mais uniquement pour gérer la bonne occupation du domaine public. Merci d'avoir rappelé cette évidence, mon cher Olivier. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Nous en venons à la vente de logements sociaux. Dominique. Merci. Bonsoir à tous. Afin de favoriser l'accession à la propriété et de se conformer à la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, la société d'habitation HLM d'Accès souhaite mettre en vente 23 logements situés 16 rue du Brigadier Mèchevent. La vente de ce patrimoine représente une opportunité à la propriété pour les administrés et répond également aux souhaits d'accession de certains propriétaires. Je vous remercie donc d'autoriser cette société à mettre en vente les 23 logements en question. Merci. Je suis très favorable à la vente de logements sociaux. Je pense que c'est
une bonne manière d'accéder à la propriété. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Si des oppositions, des abstentions, elle est approuvée. Nous en avons garantie d'emprunt. Donc, 13 logements sociaux, le Carré-Flore. Voilà, exactement. C'est une demande de garantie d'emprunt par Alpizar Habitat pour la construction de 13 logements, donc Carré-Flore, que Alpizar Habitat souhaite construire 13 logements dans la résidence Esperia, qui sera terminée en fin d'année. Pour ce projet, AIH est amené à solliciter un prêt à la CDC d'un montant total de 1 604 577 € et il est demandé à la commune de garantir ce prêt à hauteur de 40%, soit 641 830,80 €. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Point suivant, garantie d'emprunt pour la foncière Habitat et Humanisme. Donc Habitat et Humanisme. Oh, pardon, oui. Habitat et Humanisme, oui. Pardon, oui. Oui, Habitat et Humanisme souhaite donc faire une garantie d'emprunt pour l'aménagement et l'acquisition de 2 logements sociaux qui seront rénovés. Pour ce faire, la société foncière sollicite un prêt de 151 771 € à la Caisse dépôt et consignation et demande à la commune de garantir ce prêt à hauteur de 40%. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Nous en venons aux délibérations sur les ressources humaines. Marie-Thérèse pour la Bergelière. Oui, il est rappelé à l'Assemblée que la résidence La Autonomie La Bergelière recrute du personnel vacataire pour assurer des soins infirmiers. Donc la notion de vacataire se caractérise par la spécificité des missions, la discontinuité dans le temps et la rémunération de l'acte. Il appartient à l'organe délibérant de déterminer la rémunération d'une vacation qui est autour de 3h30. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Le tableau des effectifs. Comme à l'accoutumée, vous avez pris connaissance du tableau des effectifs qui permet d'ajuster les effectifs aux besoins de l'organisation. Donc, ces tableaux présentent les créations et suppressions des postes de titulaires ainsi que des postes non titulaires. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est approuvée. Avant que nous nous séparions, mes chers collègues, j'ai reçu 2 questions. À mes yeux, aucune des deux a vraiment le caractère d'une question en conseil municipal, mais je vais quand même les aborder toutes les deux rapidement pour que les choses soient claires. D'abord, j'ai des questions d'Isabelle Renard qui me demande des documents, mais ce n'était pas pour le conseil municipal en particulier. Non, d'accord. C'était pas pour, d'accord, c'était pas pour l'évoque. Alors, comme on est là et comme je l'évoque, je vais quand même vous répondre qu'on va vous envoyer, si vous ne l'avez pas déjà reçu, le bilan 2022 du FPH. Mais qu'en revanche, je ne peux pas vous envoyer le compte-rendu des appels d'offres concernant le choix de la future mutuelle municipale, parce que quand on examine des offres qui peuvent potentiellement être des offres commerciales, il peut y avoir un caractère de confidentialité, et donc c'est pas communicable. Voilà. Et ensuite, une question de Monsieur Haydin, alors qui pourrait avoir le caractère d'une... Oui, pardon. Excusez-moi, c'était un petit peu compliqué quand on doit prendre connaissance des documents demandés à 18h46 ce soir. C'est un peu court pour pouvoir bien analyser les objectifs de ce processus. Ah oui, je comprends. Bon. Et ensuite, les questions de Monsieur Haydin. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup. Bon, alors, évidemment, on n'a pas défini très précisément les questions en conseil municipal, mais l'idée générale, c'est quand même plutôt de permettre de poser une question qui a un peu un caractère de solennité pour que le conseil municipal puisse y répondre, plutôt que de faire une liste de 10 questions. Alors, moi, je veux bien y répondre très rapidement si c'est vraiment ce que vous souhaitiez, mais... Oui. D'accord. Effectivement, avec le micro, c'est un petit peu plus simple. Oui, c'est mieux. Donc, oui. Donc, effectivement, par rapport à ce document unique, où en sommes-nous, puisqu'a priori,
plusieurs demandes ont été faites et il semblerait qu'en 2022, le document unique n'ait toujours pas été mis à jour, ou en tout cas présenté. Alors, avant de passer sur la deuxième partie, j'ai M. Gabet qui m'a effectivement apporté entre-temps certaines réponses. Okay. Et la deuxième question porte sur les procédures contre le harcèlement. Quelles sont les procédures établies pour lutter en interne contre le harcèlement et les violences sexistes? La loi donc numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a rendu obligatoire la mise en place par les employeurs publics de dispositifs de signalement et de suivi des violences sexistes et sexuelles, de harcèlement moral et de discrimination. Ces dispositifs ont ainsi été largement déployés dans l'ensemble des collectivités publiques. Et je finirai là-dessus. Quelles sont les autres mesures de prévention ou promotion de la santé pour les agents? Merci. Ok. Alors, sur ces 3 points, si encore une fois, je préférais qu'on soit un peu plus synthétique pour ces questions, mais ok, vous avez déjà un peu simplifié. Le document unique, donc, constatant que c'était effectivement compliqué à faire pour l'administration, ça a été repris par l'APAV. On a présenté le document unique aux organisations syndicales en 2022 et on pourra l'actualiser chaque année, respectant ainsi nos obligations. Sur la lutte contre le harcèlement, nous avons un conventionnement avec le centre de gestion et une ligne dédiée qui permet de signaler le harcèlement, les cas de harcèlement éventuels au centre de gestion. Donc ça, c'est pour avoir un dispositif extérieur, neutre, etc., pour les cas où c'est vraiment nécessaire. Après, il va de soi que si un agent se manifeste auprès de la direction des ressources humaines, on prend au sérieux tous les cas qui nous sont signalés. Et sur le sujet de la santé au travail, on a différentes initiatives, des mesures évidemment qui concernent l'hygiène et la santé environnementale, avec des contrôles qui sont effectués, et des dispositifs de sport, y compris de sport au travail, qui est l'un des meilleurs outils de prévention qui soit. Voilà, merci mes chers collègues de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée. La séance est levée.